Bonjour à tous, merci d'être là, merci à nos témoins, merci aux animateurs. Nous sommes là dans le cadre d'un cycle de conférences, les chemins de la transformation. Il y a eu il y a quelques mois une première conférence organisée par les équipes d'investissement du fonds FE2T. Cette conférence avait réuni Nathalie Balade, La Redoute, Franck Durier qui nous fait le plaisir d'être là, de Blanche Porte, le dirigeant de Damar aussi. Et à l'époque, nous avions évoqué notamment la digitalisation. Cette année, nous nous sommes associés, les équipes du FE2T sont associées avec KPMG, et on s'est dit que le thème de la RSE était incontournable. Donc pour présenter cette conférence, j'ai le plaisir de vous présenter Carole Prévost, qui est directrice d'investissement chez IRD Invest, particulièrement chez le FE2T, et Laurent Prévost, qui est directeur associé chez KPMG. Et puis bien sûr, ils vous présenteront leur invité. Un petit clin d'œil particulier pour Carole, qui, avant ce matin, 7h15, on va dire, n'était pas encore au courant qu'elle allait animer cette manifestation, puisqu'elle remplace au pied levé Arnaud Marion, qui a eu un gros empêchement, un cas de force majeure. Bon, je vous rassure, Carole avait travaillé sur le sujet. Mais en tout cas, merci à elle pour son agilité. Et je suis, comme elle, parfaitement serein sur la suite des événements. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci Laurent. En effet, animer une conférence en couple, on en rêvait et l'IRD l'a fait. Enfin, je vous rassure, on a aussi d'autres rêves que d'animer une conférence ensemble. Merci et bonjour à tous, merci de votre présence. Merci à nos invités d'avoir accepté l'invitation. On est ensemble pour 1h15, 1h30. On va débattre sur la thématique de la RSE, donc une transformation incontournable. Ah, merci. Oui, en effet, ça peut m'aider. Et puis, bien évidemment, ensuite, la conférence se prolongera par un cocktail, au cours duquel vous pourrez, si vous le souhaitez, continuer les débats ou les échanges avec nos invités ou entre vous. Alors, je vais animer cette table ronde avec Carole. Je vais laisser se présenter et elle présentera ensuite nos intervenants. Merci Laurent. Donc, je vous confirme que ce matin, j'étais tranquillement et sérieusement en télétravail et en jogging quand j'ai appris que je devais animer cette conférence. Donc voilà, je vous remercie par avance de votre indulgence. Je suis Carole Prévost, je représente en tant que directrice d'investissement IRD Invest et plus spécifiquement chez IRD Invest le FE2T. En quelques mots, le FE2T, c'est un des 4 véhicules d'investissement d'IRD Invest. C'est un fonds à mission qui vise à avoir un impact positif sur son territoire à travers les entreprises qui l'accompagnent. Pour faire simple, nous accompagnons des entreprises qui sont en croissance et qui ont des sujets de transformation quels qu'elles soient. Et en investissant de cette façon, nous contribuons à ce que les centres de décision demeurent en région et nous contribuons à la bonne employabilité. On a le plaisir d'accueillir Fanny Demullier, Frédéric Boitard et Eric Van Dendrich, que je vais vous présenter rapidement. Donc Fanny, vous avez travaillé pendant 10 ans sur des sujets d'éducation, dans une agence où vous avez notamment développé des campagnes éducatives en milieu scolaire pour permettre finalement le lien entre le monde des entreprises et le monde académique sur des sujets sociétaux, notamment l'eau, la citoyenneté et l'alimentation. Vous avez ensuite, et pendant 9 ans, été directrice de la communication chez Veolia, notamment sur des sujets de recherche et d'innovation, avec là encore des enjeux finalement pour faire comprendre des sujets scientifiques et complexes et pour engager l'action.
Aujourd'hui, vous coordonnez le comité de pilotage de la raison d'être de Veolia. Vous nous expliquerez en quoi ça consiste. Et vous animez de ce fait l'ensemble des parties prenantes qui gravitent autour. Et finalement, votre objectif à travers les ans est resté le même. C'est-à-dire que vous travaillez à susciter l'engagement et l'engagement permet l'action. Donc si je devais résumer, pédagogie, innovation et engagement sont finalement les 3 piliers de votre expertise. Et je dirais que ça tombe plutôt bien, parce que ce sont aussi les 3 enjeux qui sont au cœur de l'action. Merci de vous être déplacé de Paris. On est très honorés que vous soyez là ce soir. Frédéric, on peut dire que vous êtes un bébé Décathlon. Vous y travaillez depuis maintenant une vingtaine d'années. Vous avez passé une première partie de carrière, vos 10 premières années, dans ce que chez Decathlon on appelle le retail, sur différents postes de direction magasin et direction commerciale, notamment sur les sports collectifs. Et puis vous avez, il y a 10 ans, basculé un peu plus franchement sur le domaine du foot, puisque finalement vous dirigez ce sport pour le groupe Decathlon et vous êtes en particulier directeur de la marque Keepstar, que je pense tout le monde dans l'Assemblée connaît. Eric, Eric, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît un peu. Eric, avec Pierre-Jean Cayuela, vous avez réuni 25 associés autour de votre projet. Votre projet, c'était de reprendre les très emblématiques marques Pingouin et Fil d'Art. C'était il y a exactement 2 ans, puisque tu me confiais que la date de reprise officielle était au 1er octobre. Donc bravo à lui, bravo à toi. Pour parler un petit peu de ton expérience, tu as été l'un des 4 fondateurs de Camaïeu en 1984. Tu étais un bébé et à l'époque et déjà, je dirais, tu t'étais engagé dans le projet d'une entreprise citoyenne, parce que c'est ce que c'était. Tu as ensuite dirigé plusieurs entreprises dans le retail textile, dans la communication et dans l'équipement des motards. Donc ceux qui te croiseront au cocktail pourront te demander le lien entre tout ça. Je te laisse leur expliquer. En tout cas, moi, pour autant que je te connaisse, tu as toujours eu à cœur de promouvoir, comme tu le dis, l'équilibre des forces entre l'économique et l'humain. Voilà, sois le bienvenu ce soir, Eric. On est très content de pouvoir t'accueillir et de recevoir ton témoignage. Je te laisse la parole, Laurent, pour... Merci Carole. Alors pour ma part, je suis Laurent Prévost, je suis associé chez KPMG, je dirige le département audit marchand sur l'île et j'interviens en tant que commissaire aux comptes sur des sociétés cotées et des filiales de groupes internationaux. Pour ce qui est de la RSE, j'ai accompagné un certain nombre de groupes régionaux dans la mise en place de leur rapport RSE il y a quelques années, puisque c'est au moment de la loi Grenelle 2. Et en tant que commissaire aux comptes, je signe les rapports sur la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, qui est un rapport c'est un document qui porte sur un rapport émis par les sociétés qui ont l'obligation de se soumettre à la RSE. Je voudrais rappeler que KPMG est une entreprise à mission depuis le mois de juin 2022. Ce statut a été offert par la loi Pacte et était inscrit dans les statuts, voté par quasi-unanimité des associés, et ce qui lui confère bien évidemment qui lui impose une mission sociale et environnementale, tout en ayant gardé évidemment notre objectif de rentabilité qui s'impose à une société comme la nôtre. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Les événements climatiques de l'été, notamment les catastrophes naturelles, les incendies, les inondations, les tempêtes qui ont touché à la fois l'Europe et la France ont dû finir de convaincre les climato-sceptiques que le réchauffement climatique était bien en train de se réaliser. La crise climatique fait l'objet d'un consensus scientifique qui est porté, qui est solide et qui est porté notamment par un rapport du GIEC. Personne ne peut maintenant ignorer les conséquences concrètes, graves sur l'environnement, l'économie et même sur la vie humaine. Et c'est le président de la République, lors de son discours d'ouverture, de rentrée plutôt d'août 2022, qui indiquait qu'il y avait un chantier important qui devait être lancé le plus rapidement possible. C'était celui concernant la crise climatique.
Et je cite, j'ouvre les guillemets, « Il n'y a plus à choisir entre l'adaptation et l'atténuation. Nous aurons des choix clairs et forts à prendre après la saison que nous venons de vivre. » Alors, je remercie, on aurait souhaité lui souffler la thématique de son discours de rentrée et qu'on n'aurait pas pu obtenir mieux puisque ça correspond exactement à la thématique de notre conférence. Alors bien sûr, la RSE ne concerne pas que le climat, mais comme ce dernier touche l'avenir de l'homme et plus généralement la vie sur Terre, c'est bien évidemment un pan essentiel. Mais nous reviendrons finalement sur tous les aspects de la diversité de la RSE, puisque c'est bien évidemment un sujet qui est très large. Si on veut faire le lien avec le monde des entreprises, on parle ici de la place de vos entreprises dans la société et des liens que la RSE peut avoir sur le financement, sur l'embauche de vos ressources et sur le gain ou la perte éventuellement de parts de marché. On parle donc de votre contribution à un monde qui est en plein bouleversement et de la pérennité de votre entreprise au cas où ces dernières n'auraient pas pris le chemin de la RSE. Pour nous, c'est un mouvement, une transformation absolument incontournable et on va essayer de vous le démontrer. Alors face à cela, il y a deux options. Traiter l'urgence et subir la crise de l'immédiateté. C'est réactif, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Et puis s'engager de façon volontaire et proactive pour intégrer une politique sociale, environnementale et sociétale à la stratégie globale de l'entreprise. Alors, on va vous passer quelques slides pour mettre en lumière nos propos. Bon, il y a 4 touches, j'en ai fait 2. Voilà, hop, c'est ça. Alors, si on s'interroge sur les quelques bénéfices que peut avoir la mise en place d'une stratégie RSE, on notera notamment que ça concerne le financement. On a plus de 50% des investisseurs institutionnels qui incluent déjà dans leurs décisions d'investissement des critères extra-financiers. Je crois comprendre que c'est le cas du FE2T. Et ça, c'est selon une étude KPMG. Et par ailleurs, les banques vont devoir publier un Green Asset Ratio qui correspond finalement à l'ensemble des actifs que les banques vont accorder à des entreprises qui se seront soumises à une politique de développement durable telle que souhaitée par les différentes réglementations que l'on évoquera très rapidement tout à l'heure. Et ce ratio ne pourra pas être au-delà d'un certain seuil, c'est-à-dire qu'il y aura un minimum de financement accordé à des sociétés qui respectent et qui ont des engagements RSE. La deuxième opportunité que peut provoquer la mise en place d'une stratégie RSE, c'est l'identification des risques qui sont associés à l'ensemble de la chaîne de valeur. Et je pense à la raréfaction des matières premières, l'augmentation du prix des matières premières, la dépendance à certains fournisseurs et aussi le respect des valeurs du groupe, notamment lors de groupes internationaux avec l'utilisation de fournisseurs étrangers. On voit l'impact que ça peut avoir, notamment sur la communication, lors de la communication qui sont faites sur les réseaux sociaux, lorsque certaines multinationales utilisent le travail des enfants ou alors font les minorités telles que les Ouïghours. Troisième aspect, bien qu'il y ait encore, donc c'est sur le recrutement des ressources, je pense que bien qu'on ait un taux de chômage qui soit encore assez élevé en France, et sans que je comprenne qu'on soit sur un taux incompressible, on a tous une difficulté, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, à recruter. Et la RSE a au moins comme vertu, c'est d'attirer des talents et de les fidéliser. On voit bien lorsqu'on a nos recrutements avec nos jeunes, c'est que les questions qu'ils nous posent sont autour du sens. Et ils souhaitent réellement que la société dans laquelle ils vont intervenir ait un impact sur la société avec un grand S, bien évidemment. Et enfin, sur le plan business en tant que tel, des gains de part de marché. Je vous passe le couplet sur la puissance donc, des influenceurs sur Instagram et des commentaires d'ailleurs qu'ils soient positifs ou pas. Et puisqu'on est sur l'aspect positif que peut avoir la RSE sur la stratégie d'une entreprise, on voit que la marque, notamment Veja, qui communique extrêmement bien sur sa démarche RSE, a bien compris l'intérêt qu'elle pouvait y gagner. Indépendamment de ça, et indépendamment des réseaux sociaux, il y a un engouement globalement de la population française pour le Made in France, pour le produire bio, pour le commerce équitable, pour les produits éco-responsables et même les produits de seconde main. Carole, je vais te passer la main. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'impact pour vous en tant que société d'investissement des entreprises qui interviennent avec une politique RSE ?
On parle d'accès au financement. En fait, ce qu'on peut dire sur le sujet de la RSE, alors RSE, ESG, on parle en fait du même sujet. Simplement ESG, je vous rappelle que c'est l'acronyme, enfin c'est le sigle international pour parler des mêmes sujets. Nous, en fait, en tant qu'investisseurs, on reconnaît finalement 3 choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, les sujets d'environnement, les sujets sociétals et les sujets de gouvernance sont des enjeux qui comptent au moins autant que les sujets financiers. Et c'est d'ailleurs tout à fait ce que traduisent les rapports extra-financiers des sociétés qui les soumettent dans un triptyque finalement qui cherche à allier performance, engagement et partie prenante. En tant qu'investisseur, la deuxième chose que nous on pose et qu'on reconnaît, c'est que tous ces sujets, finalement, posent des questions d'attractivité et d'engagement. Tu en parlais, nous en parlerons, notamment vis-à-vis des salariés, dans un contexte un peu particulier où, finalement, l'éducation comme la formation sont des enjeux de transition qui sont absolument fondamentaux, et dans un contexte où la formation, en particulier, a une obsolescence qui est de plus en plus rapide. Et la troisième chose en tant qu'investisseur qu'on reconnaît et qu'en tant que fonds d'investissement, on a nous envie d'accompagner, c'est que les États sont confrontés à un certain nombre de transitions et ça implique du côté des entreprises, en tant qu'acteurs économiques, un mouvement vers des sujets de transformation. C'est pour ça que nous, en tant qu'investisseurs, on cherche de plus en plus à comprendre quelle est la place de la RSE dans l'entreprise dans son ensemble et comment elle prend une part stratégique dans la vision qui est posée par les dirigeants. On a notamment besoin de comprendre de façon plus opérationnelle comment la RSE se décline au prisme de toute la chaîne de valeur, donc depuis le sourcing jusqu'à la distribution. Parce qu'au fond, si une société est rentable mais qu'elle n'est pas engagée, ce peut être discriminant. Et en même temps, une entreprise, ça n'est pas une ONG, donc elle ne doit pas se contenter de simplement communiquer sur la RSE, mais elle doit naturellement démontrer qu'elle est dans l'action. Donc finalement, la RSE, c'est un sujet stratégique, évidemment. Et en plus d'être un sujet stratégique, c'est un sujet qui est complexe et dont la réglementation s'est progressivement emparée. On vous montre une frise qu'on n'a pas prévu de commenter en détail, ce n'est pas l'objet de cette conférence. Elle a simplement pour intérêt de montrer 2 choses. C'est de montrer déjà la grande densité de la réglementation autour de ce sujet, de montrer le fait qu'elle n'est pas particulièrement récente. Donc voilà, elle date d'il y a déjà plusieurs années, elle est dense et elle s'est densifiée, et finalement elle montre l'accélération sur tous les sujets de normes, de directives et de législation pour finalement correspondre aux obligations de développement durable. Laurent, peut-être qu'en tant que commissaire aux comptes, tu peux nous dire ce que tu constates dans la pratique des entreprises en matière de RSE. Oui, alors des situations qui sont très variées et même si on ne peut pas généraliser, on a les sociétés cotées qui bien évidemment ont pris une longueur d'avance parce que d'une part, la législation les y a obligées. On le voit sur le graphique, ça date déjà depuis un certain nombre d'années. Mais surtout, elles ont très vite compris les conséquences que pourrait avoir la non-application d'une politique RSE sur l'accès au financement, qu'il soit par le biais de l'accès au marché de capitaux avec la levée de fonds, les capitaux risqueurs, ou bien également le financement par les établissements de crédit. Donc les grandes entreprises sont quand même plutôt en avance. Et puis il y a des entreprises de taille plus modeste, et on va le voir tout à l'heure, notamment avec Pépé Yards, où là c'est la conviction finalement du dirigeant qui fait que, indépendamment de la taille et de la réglementation qui ne s'impose pas encore à elle, l'entreprise a déployé un certain nombre de moyens pour appliquer une démarche RSE parce qu'elle estime que ça peut lui apporter dans sa stratégie globale et c'est ce qui la rendra pérenne au fil du temps. Et puis enfin, on a des entreprises qui se cherchent un petit peu, qui entendent à droite à gauche ce qu'elles peuvent faire, mais qui ne savent pas vraiment exactement par quelle boule prendre, sachant qu'elles ne sont pas encore soumises à
à la réglementation et que leurs dirigeants n'ont pas ou l'appétence ou la connaissance encore des bienfaits que peuvent avoir une politique RSE. Donc manifestement, en fait, dans le sujet de la RSE, il y a un sujet de maturité des entreprises sur le sujet, mais pour résumer, c'est un sujet qui est hautement stratégique, c'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet qui est largement réglementé, notamment pour certaines entreprises, et c'est un sujet, Laurent, tu vas nous en parler, qui est très large, n'est-ce pas ? En effet, très large, et pour l'instant, on a surtout parlé de... on s'est beaucoup concentré, nous, sur l'environnement et sur des aspects climatiques, mais je vous ai mis ce slide, puisque c'est un slide qui provient de l'ONU et qui définit les différentes obligations de développement durable. Il y en a 17. Je ne vais pas m'attarder dessus très longtemps, mais vous voyez bien qu'en effet, au-delà de l'aspect climatique, on parle de l'absence de pauvreté dans le monde, la faim zéro, le travail décent, une croissance économique, une vie aquatique, etc. Je vais passer rapidement dessus, puisque quand on regarde le rapport, le document de référence du groupe Veolia, il y a une très belle roue qui est indiquée et qui reprend l'ensemble des piliers finalement de la RSE, où Veolia donc combine l'aspect économique, financier, sociétal, environnemental, et le tout finalement dans une raison d'être. Alors, je ne vais pas la commenter moi-même, je vais vous laisser la main, Fanny. Si vous pouviez nous expliquer comment cela s'organise et comment, en quoi finalement cette roue qui reprend les piliers de la RSE fait la raison d'être de Veolia. Oui, merci pour l'opportunité de présenter ce travail. Effectivement, moi j'ai plutôt parlé de raison d'être, qui est un cadre un petit peu plus large que la RSE. Et pour la RSE, on va pouvoir parler, alors c'est des concepts, hein, mais d'entreprise post-RSE ou full RSE, c'est des sujets qui évoluent, et les sujets de RSE et de raison d'être essayent de s'articuler ensemble. Mais tout l'enjeu, et je pense qu'il a été posé en introduction, c'est de faire de cette RSE un sujet au cœur de la stratégie. On a souvent des démarches RSE qui peuvent être à côté, et des équipes stratégiques ou financières, en tout cas dans des grands groupes, qui vont travailler en parallèle, et ces parallèles ne se rejoignent pas souvent, ce qui veut dire un management sur des indicateurs plutôt financiers et des indicateurs de performance extra-financière qui vont arriver et qui vont peut-être pas toujours trouver leur place. L'avantage de cette démarche-là, en tout cas nous, donc, on s'est inscrit dans le cadre de cette loi Pacte, hein, promulguée en 2019, qui demande aux entreprises, et ce n'est pas obligatoire, donc il faut quand même le préciser, de réfléchir à leur utilité, à leur impact sociétaux. Cette loi Pacte, elle peut se décliner de différentes manières, et notamment à travers un texte qui peut être dans les statuts. L'entreprise peut devenir entreprise à mission, mais ça permet de se poser ces questions-là. Donc chez Veolia, il y a eu un gros travail assez collaboratif et même inédit. Je reviens sur le texte quand même, parce que c'est ce qui conduit à cette roue, pour poser à travers un texte de 500 mots en français ce cadre de travail qui vraiment dit qui l'on est et où l'on va, et qui pose un peu l'ambition du groupe et qui permet de se concentrer sur nos forces pour clarifier ce cap. Et on est un groupe avec 200 000 collaborateurs, 3 métiers, une empreinte géographique internationale, donc c'est un paquebot qu'il faut diriger, et ce cap qui nous permet tous d'aller dans la même direction. Et pour aller au-delà de ce texte, parce qu'un texte, ça peut paraître incantatoire ou à minima déclaratif, on a souhaité être très opérationnel. Antoine Frérot, qui a conduit ce travail, qui a d'ailleurs contribué, donc président-directeur général de Veolia à l'époque, et aujourd'hui président, puisqu'on a une directrice générale, la gouvernance a été coupée en deux. Mais à l'époque, il a contribué à ce rapport Nota Sénat. Il a l'habitude de dire que la raison d'être, c'est pas de la philanthropie. Je pense que c'était essentiel de bien montrer qu'il s'agit de business et de savoir comment on veut conduire ce business. Et du coup, ce business, on a proposé cette roue pour la présenter rapidement, pour se dire, au-delà de ce texte et d'indicateurs qui ont été choisis par l'ensemble du management, on a 19 indicateurs de performance plurielle. Donc déjà, ce mot-là, il est important parce que du coup, notre performance, elle est plus que financière. Elle est devenue plurielle et on a réfléchi à ce mot-là. Hein. Les mots ont du poids et dans la raison d'être, on a beaucoup réfléchi aussi. C'est pas global, ce qui pouvait paraître un peu un mix. C'est pas multidimensionnel, qui pouvait paraître trop ingénieur. On a considéré que pluriel montrait bien les 5 dimensions. Et dans cette roue, on a d'abord posé nos parties prenantes. J'y reviendrai plus tard, je pense, dans la discussion, mais c'est essentiel de savoir à qui on s'adresse et
on parlait d'équilibre de force tout à l'heure, je trouve ça exactement le bon mot. Il s'agit vraiment de travailler sur l'équilibre des forces, et on y reviendra aussi, j'espère. Donc nos parties prenantes, on retrouve les 17 ODD de l'ONU, qui sont le cadre international dans lequel notre entreprise interagit et apporte sa contribution. Et sur les 17, on en a 13. Donc on a fléché, c'est-à-dire qu'on ne contribue pas à tous, mais c'est vrai que dans l'eau, l'énergie, les déchets, on couvre un large scope des sujets sociétaux, objectivement. Et au-delà de nos indicateurs, on a voulu fixer des objectifs. On a des objectifs là, qui sont à l'intérieur de la roue, vous ne pouvez pas les lire, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et on a résumé aussi, on a des engagements, c'est-à-dire que les engagements, le mot est assez clair, ça nous engage, donc il y a une vraie responsabilité. Donc on retourne tout de suite sur les sujets de RSE, qui résument les 5 grands domaines dans lesquels on agit au niveau social. Alors peut-être dire aussi que chez Veolia, on fait un métier dans l'environnement, donc pour le coup c'est un non négociable et c'est le cœur de notre création de valeur. On fait un métier de service, donc les femmes et les hommes, performance sociale et capitale, parce que sinon la machine ne tourne pas. Et on est un métier où on ne peut pas délocaliser notre production. Quand on gère de l'eau, quand on gère des déchets, quand on gère l'énergie, on est au cœur des territoires avec des clients collectivités ou industrie. Donc voilà, notre performance sociétale, elle est capitale. Et dans cette roue, on a ajouté la performance financière et la performance économique, c'est-à-dire que de ce triptyque du développement durable, au cœur de la RSE, on est allé ajouter les enjeux de performance financière et commerciale, et on a une grille d'analyse à partir de cette roue qui pose l'ensemble de ces enjeux et qui, pour tous les contrats ou tous les projets, permet de se dire est-ce qu'on est à l'équilibre. Donc on y reviendra aussi, je pense, sur l'équilibre, mais c'est vraiment une boussole qui nous permet de tenir ce cap, et on essaie, c'est très exigeant, mais on essaie d'embarquer nos collaborateurs et nos parties prenantes. En effet, c'est intéressant, et vous avez insisté sur la performance plurielle. C'est ça qui est important, puisque on a souvent, et on le verra tout à l'heure, entre les sociétés cotées qui peuvent avoir un certain nombre de KPIs à respecter pour leurs actionnaires, c'est que là, vous avez mixé l'ensemble des piliers de la RSE avec la finance et l'économie pour leur donner un équilibre et un poids finalement équivalent. Alors, le sujet étant posé, on va rentrer dans les thèmes de fond de notre conférence à travers notamment 3 séquences. La première, et on va vous donner à nouveau tout de suite la parole, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a poussé finalement vers la RSE. La deuxième séquence fera qu'on essaiera de savoir si on doit opposer éventuellement la performance versus le progrès, le plus versus le mieux. Et puis enfin, une fois qu'on aura compris tout ce que vous avez fait, on vous demandera d'évaluer tout ce qui vous reste à faire. Parce que la planète, a priori, n'est pas encore sauvée, il y a du travail. Alors, Fanny, je commence par vous. Au-delà de la réglementation qui s'est imposée finalement à Veolia et de la contrainte, qu'est-ce qui a fait que que le groupe Veolia a animé une démarche RSE ? Alors, du coup, à nouveau, je vais parler plutôt de raison d'être, parce qu'aujourd'hui, on avait des engagements RSE de 2015 à 2020. C'était au moment de la COP 21, qui était un grand moment sur les sujets climatiques. Et on a basculé, on a intégré ces engagements RSE dans des engagements de performance plurielle. Et du coup, on a créé cet équilibre entre l'ensemble de nos sujets. Et surtout, et je pense que c'est ça qui est important peut-être pour des managers ou des entreprises, quelle que soit leur taille, c'est qu'on a intégré ces enjeux de RSE au sein de la stratégie. Et c'est-à-dire que ça ne devenait plus une contrainte, ça devenait des guidelines, en bon français, pour se dire où sont nos priorités d'action. Et du coup, nous, dans ces indicateurs qui ont été posés, il fallait décider, parce qu'il y a des milliers d'indicateurs, et c'est du reporting, ça peut vite apparaître comme une contrainte, c'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre les efforts, quelles sont nos priorités d'action. Donc chez Veolia, évidemment, c'est les sujets de climat, parce qu'on va avoir un impact dans certaines de nos activités, pas toutes, mais il faut être vertueux, parce que il faut dire aussi, nous, je pense que c'est une spécificité peut-être par rapport aux 2 autres entreprises ici, c'est qu'on est une entreprise B2B, c'est-à-dire que nous, on ne s'adresse pas aux citoyens directement et on doit engager nos clients avec nous, et on est sur des contrats très longs. Donc ces priorités, on ne peut pas non plus les décanter, les décréter tout seul. Mais voilà, c'était se dire où est-ce qu'on va mettre nos efforts au niveau social, par exemple, la formation, j'y reviendrai, mais le sujet de la formation, il est capital, parce qu'avant tout, il va falloir qu'on emmène nos collaborateurs, et cette transformation dont on parle et qui nécessite une certaine accélération, elle nécessite quand même d'emmener tout le monde sur le chemin. Voilà. Merci Fanny. Je vais laisser la parole à Eric. Alors, je sais que tu es personnellement très engagé. Carole l'a exposé tout à l'heure dans ta présentation. Chez PP Yarns, ça s'est passé comment, la mise en place de la RSE ? Et qu'est-ce que vous avez choisi ?
En fait, déjà, on a repris la société Fil d'Art SAS à la barre du tribunal, comme l'a dit Carole, il y a 2 ans, avec un projet sur 4 piliers. Ces piliers, c'est se concentrer sur le fil à tricoter. Fil d'Art a fait plein de choses. Nous, on voulait se concentrer sur le fil à tricoter et développer le marché. Parce qu'on sait que le fil à tricoter, le tricot ou le crochet, c'est une pratique qui permet d'acquérir plus de joie et de sérénité. Et en fait, les Anglais disent meditation. C'est assez rigolo, parce qu'en fait, il y a une vraie méditation avec le tricot. Ça, c'était le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est de devenir une web compagnie omnicanal pour permettre d'avoir plus de clientes et de clients jeunes. Le troisième, c'est de travailler en mode collaboratif. Et le quatrième, c'était de devenir un référent RSE. Et on est en train, dès le début de l'entreprise, d'avoir ce quadriptyque, je ne sais pas comment on dit, c'est pas un triptyque, quadriptyque, qui nous mène dans toutes nos actions. Par exemple, sur le volet RSE, là, on a fait pas mal de choses dont on parlera plus tard. On est en train de changer nos statuts pour devenir aussi entreprise à mission. Ça devrait se faire d'ici la fin octobre. Et on a fait un travail autour de B Corp. B Corp, c'est un label international de sociétés qui se veulent un impact positif sur le monde et sur l'environnement au niveau global. Et on a fait un dossier, on a travaillé avec une société extérieure qui va nous permettre de déposer un dossier B Corp aussi au courant du mois d'octobre. Qu'est-ce qui motive tout ça? D'abord, c'est la volonté qu'on a eue avec nos actionnaires. Et à titre personnel, alors ça ne se dit pas beaucoup dans ce genre de conférence, mais c'est ma foi, parce que je crois en Dieu, je suis d'obédience catholique, chrétienne catholique, et j'ai toujours été très avec une foi dans l'actif, pas avec une foi contemplative, mais plutôt active. Et pour vous dire comment ça s'est fait, la création de Camaïeux s'est fait à partir d'une aumônerie de lycée, où globalement on était 3 des 4 fondateurs qui faisaient partie de cette aumônerie. La plupart des premiers collaborateurs étaient dans cette aumônerie, c'était que des jeunes. Et on a développé Camaïeux avec l'idée d'entreprise citoyenne. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur Camaïeux et c'est bien triste. Mais quand on a démarré, on était vraiment dans cette logique d'entreprise citoyenne. C'était en 1984, donc ça fait il y a longtemps. Avec une ambition, deux ambitions, c'était d'intégrer et d'employer, puisque en fait à l'époque en 84 il y avait un chômage relativement important et notre projet c'était d'employer et d'intégrer. Globalement c'est une entreprise qui est montée assez haut, puisqu'il y a eu à un moment donné plus de 6000 collaborateurs directs, donc avec un emploi direct très fort, plus les externalités comme Camaïeux homme qui est devenu Jules et Camaïeux enfant qui est devenu Okaidi. Ça fait à peu près en tout 30 000 emplois créés. Donc on peut se dire qu'on a plutôt réussi notre pari. Et la deuxième logique d'intégration, c'est qu'on s'est mis à Roubaix exprès. C'était un choix délibéré d'être à Roubaix. Et on intégrait les gens en fonction de la population locale. Et par exemple, à un moment donné, on s'est retrouvé avec 27 nationalités d'origine différentes dans l'entrepôt et dans la société en fait, parce que c'était une vraie volonté de favoriser le vivre ensemble. Et tout ça, c'est issu de notre passé et de notre activité de croyants. Et c'est important pour nous parce que ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la RSE, c'est pas une obligation. Et tout ça c'est bien, mais c'est pas une obligation. La RSE, c'est d'abord un choix, et c'est un choix joyeux. C'est pas difficile, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est un choix de joie. Et c'est très important d'avoir ça en tête, dans la mesure où si on prend les choses à l'endroit, pour moi, et pas à l'envers, à l'endroit, c'est-à-dire c'est pas une obligation et c'est joyeux, on peut faire des tas de trucs avec nos actionnaires, parce que les actionnaires, ils aiment bien le truc joyeux, avec les collaborateurs, parce que les collaborateurs aiment bien les trucs joyeux, et que ça change la dimension j'ai peur du climat, de tout ce qui va se passer si je fais rien. Non, c'est juste, est-ce que mon entreprise, est-ce que moi en tant que dirigeant, est-ce que moi en tant que comité de direction, je veux être joyeux à développer quelque chose qui est bon pour l'entreprise, qui est bon pour les gens, et bon pour la planète. La dernière chose que je voulais préciser sur ce sujet-là,
c'est que j'ai bien en tête, moi, l'histoire de l'écologie intégrale, qui a été développée par un monsieur assez connu il n'y a pas très longtemps, dans un très beau livre qui s'appelle Laudato Si. Et ce concept d'écologie intégrale, c'est je commence par moi, c'est quoi mon écologie à moi? Et ça, c'est souvent oublié. Comment je prends soin de moi et comment je suis écologique avec moi-même, avec ma famille, avec mon environnement, avec mes collaborateurs, avec mon entreprise, avec mes actionnaires et enfin avec mon environnement large et la planète. En fait, souvent, on part du bout et je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut partir du centre, c'est-à-dire comment moi, je change ma façon de vivre, d'agir et de travailler. Et qu'est-ce que je peux faire tout de suite, immédiatement, avec mes collaborateurs, avec mes partenaires, avec mes fournisseurs, dans mon environnement proche, et puis faire des cercles concentriques qui permettent d'aboutir à quelque chose de beaucoup plus grand. Merci Eric. Tu nous parleras après des trucs joyeux, parce que quand on a préparé la conférence, on a beaucoup parlé de la chaîne de valeur, et j'aimerais bien qu'après tu nous donnes des exemples de ce que tu as fait justement au prisme de la chaîne de valeur, parce que tu nous expliqueras comment tu es très très actif depuis le sourcing avec tes fournisseurs jusqu'à la distribution, y compris avec tes concurrents, en passant naturellement par tous les collaborateurs qui t'aident à faire ce dont tu rêves. Je voudrais peut-être, Frédéric, que tu puisses témoigner de ce qui se passe chez Decathlon. Alors, Decathlon a dès le départ un ADN qui est très sociétal, finalement, puisque on connaît tous le sport pour tous. En tout cas, c'est ce pourquoi vous militez chez Decathlon. Est-ce que du coup, en lien avec la RSE, tu peux nous expliquer dans les grandes lignes comment ça se décline chez Decathlon et quelles convictions vous portez et comment vous la portez, par quelles actions elle s'incarne finalement? Ouais, merci de me donner l'occasion d'exprimer un petit peu plus ce qu'est Decathlon au-delà des magasins. Decathlon, c'est 100 000 collaborateurs dans 55 pays. Et en fait, ce qui nous unit, c'est un sens. Le sens de Decathlon, c'est être utile aux hommes et à notre planète. Et une mission qui est rendre durablement accessible le plaisir et les bienfaits du sport au plus grand nombre. Et en fait, quand on vient détricoter ce qui se cache derrière cette mission, il y a beaucoup de thèmes RSE. L'accessibilité, c'est un thème RSE. L'accessibilité par le prix, mais l'accessibilité pour être présent dans des pays sur lesquels l'accès aux produits sportifs, c'est quelque chose de très compliqué, c'est très RSE. La pratique du sport en elle-même, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la santé. Il y a plein d'études qui montrent que plus on pratique, on peut se blesser en faisant du sport, mais globalement, on est souvent moins déprimé, ou il y a des effets très positifs. Et puis le terme durablement montre bien que les actions qui sont prises chez Decathlon, qui doivent être prises, sont bien des actions long terme. Nous, on n'est pas une société cotée en bourse. On a des experts évaluateurs qui viennent, d'ailleurs que je reçois demain matin, qui viennent évaluer la valeur réelle de l'entreprise. Mais en tout cas, les actions qui sont prises sont des actions long terme. Et donc dans ce cadre-là, la RSE chez Decathlon, finalement, c'est quelque chose de ultra naturel. Quand on a une mission qui est aussi forte que ça, la durabilité, l'accessibilité, l'accès à la pratique sportive, c'est assez naturel que les collaborateurs, une grande partie des collaborateurs s'engagent, et Decathlon a pris un plan de transition pour le développement durable de l'entreprise qui repose sur des piliers qui sont assez simples. Le premier, c'est développer l'humain. Tout à l'heure, on a parlé de conditions de travail dans les usines. Ça fait presque 20 ans que je suis dans l'entreprise. Ça fait 20 ans que j'entends que les règles de sélection des fournisseurs sont draconiennes, justement pour éviter ce qu'on a pu voir dans plein d'autres entreprises. Donc c'est un exemple d'action, Frédéric. Du coup, vous avez posé des chartes que vous travaillez, donc vous faites des audits environnementaux, sociaux auprès de vos fournisseurs. C'est ça, c'est comme ça que ça se traduit. Avant d'ouvrir un fournisseur, il y a des audits qui sont assez lourds à respecter. Donc il ne s'agit pas simplement de dire je sais faire le produit. Les conditions dans lesquelles sont faits les produits sont essentielles. Donc ça, c'est un sujet qui est important, développer l'humain. Bien évidemment, des sujets de diversité, d'inclusion sont également très présents et vont l'être de plus en plus. Alors on parle de plus en plus d'equity gender, mais bien avant ça, les notions d'inclusion étaient très présentes dans l'entreprise. Un sujet qui est essentiel, c'est préserver la nature. Et moi, je suis patron d'une marque et ma responsabilité, c'est de développer un catalogue de produits
d'ici 2026, 100% du catalogue de produits que je développe doit être éco-conçu, d'avoir une démarche d'éco-conception. Donc je pourrais vous en parler après. Il y a différentes manières d'y arriver, en utilisant des matériaux recyclés ou en faisant en sorte que les produits soient les plus durables possibles. J'aime bien l'exemple de Veja, mais moi je prends souvent le contre-exemple de Veja. Et parce que j'ai des exemples Veja au sein des produits que je développe où ils sont éco-conçus sur le papier, mais ils sont moins durables. Et finalement, notre devoir, c'est faire en sorte peut-être que moi, ma chaussure de foot, je rêve qu'elle dure 10 ans, plutôt qu'elle soit éco-conçue au départ, qu'on en vende moins et que les clients puissent les acheter, puissent les garder le plus longtemps possible, ou se les passer de génération en génération, ou les louer. Donc ça, c'est un enjeu qui est essentiel. Et puis, il y a un point qui est hyper stratégique. En effet, est-ce qu'on choisit la durabilité? Est-ce qu'on choisit l'éco-conception? Est-ce qu'on doit choisir entre les deux? Enfin, je reviens sur ce dont on parlait au départ. C'est un choix. Ouais. Eric, tu le disais. Il est stratégique. Fanny, vous le partagiez. Et en effet, après, c'est un guide pour l'action. Ouais, et puis après, on a de la liberté chez Decathlon. On a un cap à tenir qui a été donné par l'entreprise dans le cadre de ce plan de transition, mais chaque directeur de marque a la responsabilité de choisir le chemin. Certains vont être très éco-conception par les matériaux recyclés, d'autres vont être très axés sur la longévité des produits, la durabilité. Dernier point que je voulais signifier, c'est que dans le plan d'engagement, il y a le fait de créer de la valeur durable. On n'est pas une association non plus. Le RSE, ça coûte, et donc il faut aussi créer de la valeur. Et donc les notions de RSE, notamment de respect de trajectoire environnementale, sont bien dans les indicateurs de performance sur lesquels non pas simplement la direction est animée, mais chacun des collaborateurs. Et donc chacun est animé et motivé à faire en sorte que cette transition puisse avoir lieu. Ça n'a pas été le cas toujours, et donc quand pour parler de choses très concrètes, quand les primes mensuelles sont sur de la progression de chiffre d'affaires et qu'il n'y a rien sur la transition, l'éco-conception, c'est compliqué d'animer 100 000 personnes. Bien sûr. Voilà. Donc ça, on y reviendra dans la deuxième partie avec un intéressant débat autour des sujets de performance et de progrès. Peut-être, Eric, est-ce que tu as envie de réagir ou, Frédéric expliquait notamment le travail qui était fait sur le sourcing avec des actions auprès des fournisseurs. Est-ce que tu peux, au prisme de la chaîne de valeur, nous donner peut-être quelques exemples d'actions que vous avez entreprises et puis peut-être nous préciser les bénéfices que tu en as, que PP Yarns en a retiré? Alors, pour reprendre mon image de commencer par nous et puis d'aller vers l'extérieur, en gros, on a décidé, par exemple, que plus aucun collaborateur ne serait payé en salaire de base en dessous de SMIC plus 3%. Parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs dans la distribution qui sont payés au SMIC, et on a décidé SMIC plus 3%. Ça veut dire que toutes les augmentations de SMIC qu'il peut y avoir, nous on fait SMIC plus 3%, avec l'objectif de faire SMIC plus 5% d'ici 1 an, et SMIC plus 7, 8, 9, 10% d'ici 2-3 ans. Pourquoi ? Parce qu'on pense que notre responsabilité, c'est un juste partage de la valeur entre la valeur de travail et la valeur de l'action ou de la finance. Et ça, c'est quelque chose de très important qui permet permet une confiance accrue des collaborateurs dans l'entreprise. Évidemment, plus un système d'intéressement de participation qu'on connaît bien. Ensuite, au niveau de la conception des produits, nous on démarre, donc on n'est pas aussi avancé que Decathlon ou Veolia, parce que en fait on est une re-startup. Alors on l'écrit de deux façons différentes, re-startup ou restart up, puisque c'est une boîte qui a été créée en 1903. Donc on est plutôt en restart up. Donc comme on redémarre, on a engagé un certain nombre de choses avec nos fournisseurs. On est déjà à 70% européen en termes d'approvisionnement, et si on compte la Turquie, on est à 85%. Donc on fait que peu d'achats en Chine, parce que pour nous, c'est plus cohérent, parce que nous, on a un métier où on transporte de l'air. C'est un peu comme le Merveilleux à Lille, c'est 80% d'air, puisqu'une pelote, c'est de l'air. Et quand on transporte de l'air dans des containers, ça coûte très cher, ça pollue beaucoup, pour pas grand-chose, en fait, puisqu'on transporte de l'air. Et là aussi, on est en train de réfléchir à se dire, on ne va pas transporter de l'air, comment on peut refaire du pelotonnage en France,
donc de réindustrialiser le dernier bout de la chaîne pour refaire des pelotes en France, donc d'acheter sur des cônes. Enfin, c'est un métier un peu spécial, mais le fil il est sur des cônes, et ensuite on peut refaire des pelotes avec les cônes, donc transporter du plein au lieu de transporter de l'air, et commencer à réindustrialiser en France sur les dernières parties du process industriel, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de connaissances malheureusement de tout le process industriel sur la filature en France. Il n'y en a plus que 2 en fonctionnement, et elles sont loin, et du coup c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc je continue. Une fois qu'on a fait ça, on a été voir un certain nombre de fournisseurs en leur disant ben voilà, nous on veut des matières naturelles, des matières éco-conçues, des matières recyclées, et on avance sur ce sujet pas à pas, sachant qu'on a un problème d'environnement, qui est que la laine, c'est un produit, quand on l'analyse, l'impact carbone de la laine, c'est horrible. Parce qu'on prend le mouton, on calcule le mouton, donc tous les déchets du mouton, on n'enlève que peu de laine à la fois, on pense dans les calculs qui sont faits qu'ils sont tondus qu'une fois, et du coup l'impact écologique il est catastrophique. Alors que la laine, c'est un produit durable, c'est un produit avec une durée de vie assez longue, et donc forcément, enfin voilà, donc tout ça, il faut qu'on remette en place les normes par rapport à ça, parce que c'est un peu compliqué. Donc on continue, et derrière, en fait, on a aussi, comme d'ailleurs chez Decathlon, commencé à travailler sur la valeur des produits avec les fournisseurs, et d'avoir les choses les plus claires possibles entre leurs coûts de fabrication, nos coûts d'acquisition, nos marges, enfin, etc. Et donc d'avoir ce travail en mode collaboratif avec eux qui est de plus en plus important. Encore une fois, on démarre, et donc tout ça, ça va se poser progressivement. Et sur l'autre côté, sur le côté finalisé, en fait, on travaille beaucoup aussi avec des associations, où on est très engagé sur la logique de, en fait, le tricot, ça fait du bien, et on va essayer de le démontrer. Donc on a des actions avec Oscar Lambret, notamment sur les cancers, enfin sur les gens qui ont des cancers, les femmes et les enfants. Et en fait, le tricot, puisque là on fait des cours, on envoie des gens pour faire des cours de tricot, leur permet de se décentrer, notamment pendant les chimios, et de tricoter des petits bonnets roses qu'on met sur la tête quand on n'a plus de cheveux, notamment pour les femmes, et qui fait que du coup on a un vrai impact aussi sociétal positif sur des sujets de société comme le cancer, mais aussi sur les problèmes de sénilinité, puisqu'on travaille aussi avec le CHR de Lille sur comment en fait le tricot peut retarder les effets d'Alzheimer. Et on a engagé un programme là-dessus, notamment pour 2 raisons, parce que les gestes, ça ne s'oublie pas. Et deuxième raison, obligé de compter, ça permet de continuer à utiliser son cerveau. Donc on est plutôt en train de se dire, une partie de notre métier, c'est du business, c'est de l'économique, et une autre partie de notre métier, c'est de démontrer ou de faire en sorte que cette pratique se développe de façon plus large, avec des bienfaits sociétaux importants. Merci Eric. J'ai une question à poser à Fanny. Il y a une conférence du directeur de la CAMIF qui intervenait devant des chefs d'entreprise qui disait que on n'allait pas changer de monde avec de low TED. Il fallait de l'audace, il fallait de la radicalité, il fallait du courage. Alors vous êtes dans une société qui opère dans un environnement qui est lié à la RSE. Vous avez 3 activités principales, vous l'avez évoqué tout à l'heure: le traitement de l'eau, le traitement des déchets et la gestion de l'énergie. Alors, j'allais dire, sans jeu de mots, l'engagement environnemental coule de source chez Veolia. Qu'est-ce qui traduit finalement des actions d'audace dans la démarche RSE de Veolia? Et j'aimerais vous poser la question juste après également, Frédéric. Alors, merci pour la question. C'est vrai que la question de la radicalité, elle est complexe, parce que là, ce qu'on va rechercher, nous, c'est une harmonie, d'une certaine manière, entre nos parties prenantes. Et on voit bien que ces parties prenantes, elles ont des intérêts divergents. Quand on voit un actionnaire, quand on voit un client, quand on voit un sous-traitant avancer ensemble sur le chemin qu'on a posé de la transformation écologique, il faut comprendre ce qui réunit plutôt que ce qui diverge. Et donc, ce qu'on va chercher, nous, c'est là vraiment où on va être le plus utile.
et là où il va y avoir de la valeur, et de la valeur partagée, c'est cette fameuse performance qu'on va nommer de pluriel. Et ça suppose beaucoup de choses. Ça suppose un équilibre subtil. D'abord d'avoir un cap clair, mais pas de le définir tout seul, de le définir avec, enfin on dit une démarche de progrès avec et pour les parties prenantes, ça peut paraître facile, mais c'est quand même essentiel parce que chaque entreprise a son histoire et son origine, mais il faut savoir l'adapter en fonction du marché et en fonction des attentes. Et ça se construit. Et ça se construit aussi en ayant une vision assez large des enjeux et en sachant mettre autour de table les investisseurs qui sont quand même là, parce qu'on parle d'une activité économique, donc qui vont avoir des attentes et encore faut-il choisir les bons investisseurs pour qu'ils aient les bonnes attentes, donc c'est toujours dans les deux sens. Emmener nos clients, enfin nous on a des clients qui à nouveau s'engagent sur le long terme et qui vont avoir des cadres assez contraints parce que voilà, il y a une dynamique économique évidente. Emmener nos collaborateurs, donc c'est faire ces choix-là de se dire il y a des choses auxquelles on va renoncer et nous le sujet ça va être aussi beaucoup de créer de l'emploi. On a à peu près 40% de notre chiffre d'affaires qui part chez nos sous-traitants. Donc on a une grosse dimension de sous-traitance. Donc c'est emmener aussi ces sous-traitants et de fixer nos priorités, notamment sur les politiques climat. Peut-être je peux donner un exemple sur les sujets de transformation pour être plus concrète. Parce que... Oui, et si vous avez une mesure, en fait, puisque vous nous dites que vous emmenez vos collaborateurs, vous emmenez vos fournisseurs, comment vous le mesurez, Jacques ? Comment vous vous assurez que finalement ils respectent les engagements que vous avez au niveau global ? Alors je vais vous parler des collaborateurs dans un instant, parce que je pense que c'est vraiment le levier essentiel, mais pour donner un exemple plus concret sur les sujets de transformation écologique, alors nous on a posé transformation écologique, ça peut paraître... Voilà, un peu haut comme ambition, mais la transformation, elle veut dire d'aller plus vite. Et écologique, c'est vraiment l'environnement, le sociétal et l'économie comme un tout indissociable. Nous, sur certains actifs qu'on peut avoir en Europe de l'Est, par exemple, d'entreprises, il pourrait être plus facile de dire, pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, on va vendre les entreprises, les usines qui fonctionnent au charbon et qui, voilà, ça nous permettrait d'avoir des indicateurs beaucoup plus performants. Non, nous, on est engagé sur du long terme. On a fait un choix d'accompagner nos clients pour transformer les installations et plutôt que le charbon, aller vers du gaz, de la paille, travailler avec l'écosystème local, créer de l'emploi local pour se dire voilà, c'est exigeant, ça se fait, il y a de l'infrastructure, il y a du financement, il y a du réglementaire et on va travailler au plus près de cet écosystème territorial pour faire en sorte que... Donc on n'est pas forcément dans une radicalité, on est vraiment dans de l'agilité et dans de l'engagement. Et peut-être du coup pour aller sur la question des collaborateurs, parce que nous, dans la démarche de raison d'être, c'est vraiment la première cible, d'une certaine manière, sur laquelle Antoine Frérot nous a demandé d'agir. Et il fallait emmener l'ensemble de ses collaborateurs pour dire, voilà, l'entreprise elle a plus de 170 ans d'histoire, donc il y a des choses qui sont installées depuis longtemps, des manières de fonctionner. On est sur un cadre qui est posé, mais aussi une certaine liberté d'action pour les équipes. Et donc, on nous a demandé de former le top management. On a une formation donc, internationale qui s'appelle Purpose in Motion, donc la raison d'être en mouvement. Et le mouvement, il est important pour dire il faut bouger, quoi. Et il faut bouger personnellement, il faut bouger collectivement, et tout ça s'articule, mais c'est vraiment une orchestration un peu fine. Et je reviendrai sur la question de la foi tout à l'heure, parce qu'elle peut être assez large sur ces sujets-là. Mais, et du coup, on a passé beaucoup de temps à former les équipes à partir de ce cadre-là qui était posé sur cette roue, et une grille d'analyse pour se dire il faut regarder les contrats, regarder les projets, mais regarder aussi les fonctionnements au niveau des achats, au niveau des RH, au niveau financier, au regard de cette grille de performance plurielle. Et d'un coup, c'est un autre regard et c'est une autre conscience. Enfin, je pense que la question de la conscience, elle est vraiment capitale. Et du coup, on a fait ça d'abord avec le comité exécutif, donc qui gère l'ensemble de nos géographies, nos métiers, le comité de direction, et chacun dans son rôle managérial. C'est des ateliers de 3 heures, donc c'est du temps de prendre 3 heures de ces managers, et dans tous les pays. Donc aujourd'hui, on a plus de 30 000 managers qui ont été formés avec des dispositifs assez lourds. Et il faut aller sur le terrain. Et ça prend encore du temps, parce qu'on est sur des profils très différents entre un manager COMEX et quelqu'un de terrain, donc la route est encore longue. Sur la question de la foi, qu'elle soit religieuse ou pas, je pense que c'est un travail compliqué qui demande avant tout des convictions. Et des convictions de la part du manager, parce que si ce n'est pas porté au plus haut niveau de l'entreprise et s'il n'y a pas une reconnaissance
par les collaborateurs et une certaine exemplarité, ça n'a aucune valeur. Sincérité, Donc, ça marche pas. c'est de la sincérité, mais c'est surtout un cadre qui est porté au plus haut niveau de l'entreprise. Évidemment, les collaborateurs peuvent avoir beaucoup d'initiatives et il faut ça absolument. Mais si c'est pas reconnu et si on ne le permet pas, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est une espèce d'alignement global, mais une gouvernance qui est capitale pour l'entreprise. Ça rejoint finalement ce dont on parlait. C'est-à-dire que c'est un sujet de politique générale qui s'incarne dans des actions, qui part finalement, et vous l'avez très bien témoigné, de convictions qui sont des convictions personnelles, mais qui finalement engagent plus largement l'ensemble des collaborateurs. Peut-être avant de boucler sur ce premier thème de fond, une question, Frédéric, sur la RSE et l'innovation. En fait, est-ce que la RSE, telle qu'elle a été posée dès le départ dans le groupe Decathlon, elle vous engage à l'innovation ? Est-ce que vous l'auriez fait sans ça ? Enfin, comment ça s'articule, ces deux sujets-là ? Pour boucler aussi avec le sujet de la radicalité, parce que finalement c'est assez lié. Le postulat, c'est de se dire que de la contrainte naît la créativité. Et chez Decathlon, peut-être boîte de sportifs habitués à se donner des challenges et puis à faire le plan d'entraînement nécessaire pour y arriver, la radicalité, elle est présente. Elle est présente avec quand le groupe fixe 2026, 100% des produits ont une démarche d'éco-conception, c'est radical. Par contre, le chemin pour y arriver, c'est à nous de trouver. Donc, là, effectivement, ça engage la réflexion autour de l'innovation. Ce qui veut dire, Frédéric, que vous êtes au-delà d'une neutralité carbone, vous essayez de diminuer votre empreinte carbone ? Alors, ce qui est compliqué. L'éco-conception, on peut aussi toujours continuer à produire davantage, en polluant éventuellement davantage. Ce qui est compliqué, c'est que Decathlon, c'est une entreprise qui se porte bien et qui est en croissance. Et donc, arriver à la neutralité carbone avec un business qui est plutôt florissant, c'est très très engageant. Si on était sur un système assez flat, finalement, c'est pas très très engageant. Mais là, alors que l'entreprise se porte bien, réussir à diminuer le volume de tonnage de CO2, pour le coup, ça pousse à la créativité. Donc là, l'exemple concret, sur l'activité que je gère, depuis 5 ans, on a investi énormément pour développer une chaussure de football. Je vous rappelle, moi je m'occupe du football. On parle du déplacement du PSG, du Qatar, etc. Je représente ce sport-là, moi, à l'échelle de l'entreprise. Et donc, sûrement pas le sport le plus en pointe en termes de développement durable. Néanmoins, depuis 5 ans, on a décidé, parce qu'il y avait une contrainte d'usage, non pas pour des dimensions environnementales à l'origine, mais parce que la première contrainte d'une chaussure de football qui nous oblige à la remplacer, c'est parce qu'il y a un décollement, un trou qui se fait devant entre la tige qui est le dessus de la chaussure et la semelle, et qu'on a dit ça c'est pas possible qu'une paire de chaussures ça s'abîme au bout de quelques mois. On a décidé de se dire on veut faire une chaussure de football garantie 10 ans. Et donc en fait on a retravaillé toute la chaîne de valeur pour faire ça. La finalité c'est pas de faire du développement durable, c'était de faire en sorte de faire des chaussures durables. Et à la fin on a un process industriel qui est totalement innovant, une chaussure qui est fabriquée à Nantes avec 2 matériaux. La chaussure elle sera recyclable, demain elle sera recyclée. 40% de réduction d'impact carbone sur cette chaussure-là. Mais c'est bien parce qu'au départ, on a pris non pas le prisme, la contrainte de l'éco-conception, mais de l'intention, en fait. L'intention, on voulait faire des chaussures les plus durables possibles. Et d'ailleurs, moi, dans ce que j'insuffle dans la marque, je veux qu'on soit la marque de football reconnue comme étant la plus durable, mais pas éco-conçue. Non, les produits les plus durables au monde. Et donc, de cette réflexion-là, de cet engagement, évidemment, on ne prend pas toujours les chemins les plus rapides, on ne prend pas toujours les chemins les moins coûteux, mais j'ai la chance également d'être entouré, et ça pour moi c'est un point qui est très important, d'être entouré de personnes qui ont des convictions très fortes dans l'équipe, et qui ont même des convictions beaucoup plus fortes que les miennes, telles qu'elles pouvaient être il y a quelques années. Et donc je pense qu'un des apprentissages aussi en tant que dirigeant, c'est d'accepter de se faire porter par des personnes qui ont des convictions très fortes sur ce sujet-là, d'être étonné. Et puis en général, la créativité, les idées, elles sont assez bonnes. J'ai très rarement été déçu par l'engagement de l'équipe sur ce sujet-là. Merci Frédéric. Le temps passe, on a plein de questions. Ça nous engage naturellement sur le second sujet, qui est d'avoir un échange autour de est-ce qu'il faut la performance et ou le progrès, est-ce qu'il faut faire plus, est-ce qu'il faut faire mieux, on entend beaucoup parler du tri versus le trop. Du coup Frédéric, j'enchaîne avec toi parce que c'est assez naturel par rapport à ce que tu viens de dire. Finalement,
Decathlon, on le disait, c'est une société qui n'est pas une société philanthrope. Et pour autant, votre devise reste de rendre le sport accessible, les bienfaits du sport accessibles au plus grand nombre, ce qui suppose des prix qui soient abordables au plus grand nombre. Par ailleurs, et dans le même temps, tu nous l'exprimais, on comprend finalement que l'éco-conception a un coût. On a l'impression de ce fait d'être un peu dans une espèce de quadrature du cercle. Comment on fait, alors en particulier chez Decathlon, pour aligner un objectif de rentabilité et un objectif de développement durable? Et j'ajoute comme ça, après je te laisse, est-ce que finalement vous êtes animé par la volonté de faire plus ou la volonté de faire mieux? Et si c'est les deux, comment vous faites ça? Le dilemme, c'est qu'en effet, faire du développement durable, ça coûte. Et donc, pour pouvoir financer ça, il faut avoir une entreprise qui fonctionne bien. Donc, oui, moi, aujourd'hui, j'accepte que ça coûte, que sur certains postes, je serai moins rentable, mais qu'au global de mon activité, je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, évidemment. Il y a une notion de temporalité, il y a une notion de mesure également qui est très importante, parce qu'on tombe très vite dans des idées reçues. Fabriquer proche de chez nous, c'est mieux. Peut-être dans certains cas, moi je répète, on est présent dans 55 pays. On veut essayer de rapprocher le plus possible la production du lieu de vente ou du lieu de pratique, mais on essaie de tout prendre en compte. La mesure est importante. Le mix énergétique du pays qui va produire est aussi important parfois que les matériaux qu'on va utiliser. Le fait d'avoir mis ces indicateurs de performance dans les scorecards, ou en tout cas dans les grilles d'évaluation de chacun des collaborateurs, c'est un enjeu qui est hyper important, hyper stratégique, sinon ça ne bouge pas. Ce qui ne se mesure pas ne s'anime pas, donc ça on peut le vérifier dans tous les cas. Et le point qui est crucial et qui commence dans quelques années maintenant à germer, mais qui se répand massivement, c'est d'accepter que notre business model tel qu'on l'a construit depuis plus de 40 ans maintenant, Decathlon ça date de 76, ce business-là en fait c'est un business qui est voué à mourir. En tout cas, qui a une obligation à se transformer. Voilà. Et donc, accepter de passer d'une économie de l'achat, de la possession, je veux acheter le produit, à l'économie d'usage. Et donc, nous, finalement, est-ce que Decathlon, son sens demain, ça ne serait pas simplement de vendre des produits, mais de permettre à des gens d'utiliser des produits? Donc, ça veut dire nouveau business model, l'abonnement, la location, la réutilisation, toute la circularité qu'on peut avoir. Et donc là, c'est un enjeu qui est juste phénoménal. Et donc là, le changement des mentalités, il est en train d'être opéré. Et la puissance d'un groupe comme ça, c'est que à partir du moment où il y a des leaders d'opinion, des personnes très convaincues, et les premiers résultats, aussi la stratégie des petits pas et les premiers résultats qui portent leurs fruits, là, la puissance du groupe et ses convictions fonctionnent très très bien. Eric, avant de te poser cette question de la performance versus le progrès, parce que je sais qu'elle te tient à cœur, j'ai une question pour vous, Fanny, parce que Frédéric parle d'indicateurs financiers. Finalement, quand on regarde, et même si les choses évoluent, les sociétés cotées, et notamment celles que vous représentez, sont encore souvent jugées sur la base de leur KPI financier. Or, vous nous avez témoigné que chez Veolia, en fait, vous recherchiez une forme d'équilibre entre les 5 piliers qui sont ceux qui forment votre roue. Comment finalement, vous et les actionnaires et les parties prenantes que vous animez, vous assurez finalement que les KPI d'ordre non financier pèsent avec les KPI financiers qui restent un moteur fort? Alors, je pense que c'est peut-être là où c'est le plus difficile. Et la raison d'être, c'est un sujet, en tout cas, pour l'aborder avec cette performance qui est assez neuf. Et comme je disais, c'est pour ça que la radicalité, elle est subtile, parce qu'il faut emmener l'ensemble de nos parties prenantes, et notamment les actionnaires. Et on ne peut pas imposer des choses si elles ne sont pas suscitées. Sur la raison d'être, on est vraiment sur des convictions personnelles, mais qui doivent trouver ce fameux intérêt commun dont je parlais. Donc,
aujourd'hui, on a beaucoup de pédagogie en fait auprès de nos différentes cibles pour montrer l'avantage. Et ce que je disais, c'est que la raison d'être, c'est avant tout un sujet de prospérité. Donc dans la prospérité, il y a la performance financière, mais il faut savoir renoncer un petit peu, investir pour avoir un retour sur investissement dans un second temps. Donc on y travaille, on a des résultats financiers qui restent assez classiques. On essaie de à chaque fois montrer nos indicateurs de performance pluriel et de travailler cette cible des investisseurs comme il faut travailler avec les collaborateurs. Donc c'est étape par étape, petit pas par petit pas. Il faut montrer, c'est qu'ensemble on bougera. Cette transformation, elle ne se fera pas de manière unilatérale. Il faut que chacun prenne sa responsabilité, mais que cette question de conscience, elle est primordiale, parce que la responsabilité sans conscience, elle flotte un peu, quoi. Ce qui veut dire que lors des assemblées générales, vous communiquez autant sur les KPI financiers que sur les autres piliers de l'RSE ? Oui, alors pour le coup, vraiment, les actionnaires, on a même un comité raison d'être, parce que c'est aussi une question de conseil d'administration et de gouvernance de l'entreprise. Donc on a un nouveau comité raison d'être au sein du conseil, qui est présidé par Louis Schweitzer, donc grande figure de l'industrie, et qui préside nos assemblées, enfin qui est présent sur les assemblées générales. Et oui, donc le texte a été partagé, les indicateurs ont été partagés. Il y a une gouvernance assez forte du sujet, puisque chacun des objectifs est piloté par un membre du COMEX, donc il y a des responsabilités partagées. Voilà, donc on emmène nos actionnaires étape par étape, mais on rend des comptes. Et de toute façon, là, ces questions-là de RSE et de raison d'être, c'est vraiment rendre des comptes, parce que sinon c'est un petit peu facile. Et du coup, on partage ces sujets-là, les difficultés, mais aussi les points positifs, puisque ça crée avant tout du sens, et ça, je pense que c'est capital, et ça crée de la cohésion, et d'un coup, tout le monde se sent engagé différemment. Merci Fanny. Eric, je voudrais revenir vers vous, ou vers toi, parce que on est dans cette séquence de performance versus progrès. Or, tu as repris la société PP Yarns à la barre il y a 2 ans. Tu as fait un tour de table et tu as réuni près de 25 associés. Comment l'objectif d'une entreprise qui est reprise à la barre, c'est déjà de la rendre rentable. Qu'est-ce qui est venu dans vos esprits, et comment tu as réussi à convaincre finalement l'ensemble de tes associés que la démarche RSE devait être une priorité comme celle de la rentabilité qui était nécessaire, ne serait-ce qu'à la poursuite de l'entreprise? Quels sont les leviers finalement que tu as pu leur communiquer avec eux pour les convaincre non pas uniquement d'utiliser finalement l'argent qu'ils ont mis pour redresser la société, à développer l'entreprise dans une démarche RSE qui, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, est forcément coûteuse, au moins dans un premier temps? En fait, on a proposé un package. Donc ils n'ont pas vraiment le choix. Ceux qui ont suivi, c'est parce qu'ils acceptaient le package. Le package, c'était de redresser l'entreprise économiquement et en même temps de la propulser dans le XXIe siècle avec cette histoire de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Et ceux qui ont suivi, puisqu'on a quand même vu, on a vu 75 personnes actionnaires potentiels en 3 semaines, juste avant la reprise à la barre du tribunal, et il y en a quand même 50 qui ont dit non, moi je ne suis pas, et 25 qui ont dit oui, ça m'intéresse. Et donc en fait, à partir du moment où c'est une chance qu'on a, puisque nous c'est un package global qu'on essaye de promouvoir. Pour les résultats économiques, juste, on a gagné de l'argent la première année. Donc c'est une boîte qui faisait 4 millions de pertes avant la reprise, avec 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a diminué le chiffre d'affaires puisqu'on ne fait plus que 21 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une toute petite entreprise, même si les marques sont très connues. Et on a gagné 150 000 euros la première année. Donc du coup, ça redonne de la confiance. Ce changement donne de la confiance évidemment aux actionnaires. Moi, je voudrais revenir sur le sujet moins mais mieux, plus c'est moins, plus c'est mieux. En fait, tout ça, c'est à mon avis des débats stériles. Parce que évidemment tout le monde veut du mieux et on ne peut pas se passer de plus. C'est-à-dire que la croissance, elle est quelque chose qui fait partie de la vie. Alors le sujet, c'est quelle croissance on veut faire. Et donc en fait, opposer les deux sujets, de mon point de vue, c'est pas logique. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, ok, mieux pour qui, mieux pour quoi, qu'est-ce que je veux faire de mieux,
mieux pour mes clients, mieux pour mes actionnaires, mieux pour mes collaborateurs, mieux pour mes fournisseurs. Qu'est-ce que je veux faire de plus? Plus pour mes actionnaires, plus pour... etc., etc. Et en fait, à partir du moment où on retrouve cet équilibre, et on a beaucoup parlé là tous les trois d'équilibre, où on retrouve cet équilibre de mission ou d'objectifs, à ce moment-là, on peut trouver des voies nouvelles qui permettent d'imaginer la bonne cohésion entre le plus et le mieux. Et je pense qu'il faut effectivement, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'imagination, mais c'est quelque part la seule voie possible, parce que quand Decathlon, enfin Keepsta fait une chaussure qui dure 10 ans, bah forcément ils vont en vendre moins. Mais potentiellement, ils vont avoir beaucoup plus de clients. Donc en fait, c'est toute une réflexion globale qu'il faut avoir sur ces sujets-là, plutôt que d'opposer tout le temps. Et parce qu'en fait, on est dans une société d'opposition, on apprend ça tout le temps. Et je pense que la vraie transformation RSE, c'est comment on fait du rassemblement, du rassemblement, de la collaboration, d'une autre façon de penser en fait. Vous vous rejoignez, hein, finalement, je trouve que c'est hyper intéressant qu'on parle de Veolia, qu'on parle de PP Yarn, qu'on parle de Decathlon, qui n'ont pas les mêmes agrégats. Finalement, vous vous rejoignez sur le fait que c'est une politique d'ensemble qui fixe le cap, qu'elle embarque naturellement les collaborateurs, mais bien plus largement l'ensemble de vos parties prenantes, hein, ce qu'on voit tout à fait bien dans le visuel, et que ça part d'une intention forte, qui est une intention personnelle, mais qui engage finalement tout un collectif. Vous avez senti, notamment Eric, lorsque vous avez repris l'entreprise, tu as senti l'engouement finalement du personnel que tu as appris à partager finalement ces valeurs? Non. 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 Alors comment tu as fait? Ben, en fait, très clairement, quand on reprend une entreprise à la barre du tribunal, c'était une entreprise de 220 personnes, on a pris 85 personnes sur les 220. Donc l'engouement le premier jour, c'est ouf, mon poste a été sauvé, mais mon collègue de travail avec qui je travaille depuis 10 ans, il n'est plus là. Donc l'engouement, on ne peut pas vraiment dire que ça soit... Alors comment on arrive à motiver les gens dans une démarche sociale, de formation, et leur dire écoute, on va vous accompagner, on va reprendre la société, non seulement on va la rendre rentable, mais en plus on va respecter un certain nombre d'engagements. Comment on les motive? Déjà, on est très transparent sur la santé économique de l'entreprise. Tous les mois, on fait le compte d'exploitation avec tout le monde, parce que c'est la seule façon de projeter les gens dans l'économique. C'est la première chose. Et ensuite, c'est long. Enfin, après, on peut dire ce qu'on veut. Nous, ça fait 2 ans, on est à la moitié du chemin, voire à 40% du chemin. On n'y est pas encore parce que les transformations d'entreprise, d'abord, c'est long, ça prend beaucoup d'argent, ça prend beaucoup d'énergie. Et on ne peut pas dire, voilà, youp-la-bom, la RSE, c'est super et bravo à tous d'être montés à bord. C'est pas la réalité. C'est un travail de longue haleine, de conviction, de posture. Moi, je pense beaucoup aux postures. Enfin, je crois beaucoup aux postures. La posture des dirigeants, la posture dans l'entreprise, comment on sourit aux gens, comment on leur dit bonjour, qu'est-ce qui se passe dans les relations, comment il y a un respect mutuel qui s'engage, respect de l'entreprise et respect des collaborateurs. Et tout cet équilibre-là fait que progressivement, ça avance, mais on ne peut pas dire... La RSE, sur le papier, tout le monde est enjoué, c'est pas vraiment la réalité. Et je pense que les gens, en fait, c'est toujours pareil, si nous on est dans la joie et la fierté, ça se fait. Communique. Et progressivement, quand les gens font des trucs qui sont canons au niveau RSE, ben, y a une fierté qui monte, et une fois que vous avez la fierté, c'est gagné. Merci Eric, on va passer... Ouais, je vous en prie. Je veux bien rebondir là-dessus, parce que je pense qu'on est sur vraiment les sujets essentiels, parce que là, on parle d'économie, vous êtes tous, je pense, des acteurs économiques, mais c'est pour bien redire que les questions sociales et les questions environnementales, elles vont être capitales, et ça va être la question de remettre l'humain au cœur. Ça paraît bête à dire, hein, mais une fois qu'on le dit et qu'on l'incarne, donc remettre le sens, remettre l'attention aux équipes et l'attention à l'écosystème et remettre le lien à la nature. Ça paraît bête aussi, mais on a peut-être un peu perdu ça de vue et on a bien vu que les sujets environnementaux sont complexes et qu'il allait falloir
tenir compte des limites dans lesquelles on interagit et qu'on ne soit pas dans une surexploitation, mais dans quelque chose de raisonné. Donc voilà, je pense que ce qui a été dit sur le côté social et le côté environnemental remet le développement durable et la RSE au cœur du débat, mais c'est juste du bon sens en fait. C'est juste aborder les choses différemment. Et après, effectivement, il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais comme une opportunité, et pas opposer non plus les choses, mais avoir beaucoup de conviction, sinon c'est plus facile de renoncer. Bien sûr, en effet, c'est une question de prisme et de regard qu'on porte sur les choses. On espère vous avoir apporté quelques éléments de réflexion et d'action. Voilà, la RSE, est-ce que ça coûte, est-ce que ça rapporte? On vous laisse y réfléchir. En tout cas, nous, la conviction qu'on partage, c'est qu'entreprendre sans condition d'une contribution au futur, ça n'est juste plus tenable. Du coup, je vous propose de passer au troisième et dernier thème de fond. On a beaucoup parlé du chemin que vous avez parcouru. On aimerait bien maintenant entendre vos témoignages sur le chemin qui reste à parcourir. Éric, tu disais, ça fait 2 ans qu'on y est. Et pour autant, nous n'avons fait sans doute que 40% du chemin. Voilà, est-ce que vous pourriez nous expliquer, alors dans les grandes lignes, on pourrait naturellement y passer des heures, mais ce qu'il vous reste à faire et du coup les grandes actions que vous souhaitez, que vous allez engager dans les mois qui viennent pour avancer dans une logique de progrès. Donc on a moins organisé la fin que le début. Donc et quelles seraient vos recommandations finalement aux chefs d'entreprise qui sont présents? Qu'est-ce que vous leur recommanderiez de faire s'ils avaient l'ambition de démarrer une démarche RSE? Je vais commencer, Frédéric. j'ai le micro dans la main. Moi, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est oser s'engager et ne pas attendre ne pas compter sur celui d'à côté, on parle de chaîne de valeur, celui en amont ou en aval, le fasse à notre place. Et je crois beaucoup à cette notion d'engagement qui va entraîner les autres. Et moi, j'ai observé ça pendant quelques temps, quelques mois ou quelques petites années où on pensait que la démarche d'éco-conception sur le produit, c'était d'abord la filière industrielle, la production qui devait faire des choses, qui devait sourcer les composants, recycler, éco-conçus, et puis ensuite nous on pourrait travailler à ce moment-là. En fait, ça ne fonctionne pas. Si nous, sport, on n'est pas concepteur de catalogue produit, on n'est pas à l'origine pour dire à toute la chaîne de valeur qu'il est important d'agir là-dessus et que retail, conception, production, tout le monde doit s'y mettre en même temps et qu'on va montrer l'exemple en engageant des choses, en prenant des paris parfois risqués, ça ne fonctionne pas. Donc la première des choses, c'est n'attendez pas les autres, faites, engagez et ça entraînera les autres. Et puis, comme ça je laisserai la parole pour la conclusion à mes 2 camarades, mais les next steps pour nous, c'est de repenser la chaîne de valeur intégralement, c'est-à-dire qu'on fonctionne de manière silotée, on fait de la conception, on fait de la production, on fait de la distribution. Et si on veut vraiment être acteur et marquer le coup, il faut pas travailler de manière silotée. Si moi je travaille des produits qui soient les plus durables possibles, mais que la partie retail, la distribution, ne met pas en place des systèmes d'abonnement, de location qui correspondraient bien au fait d'avoir des produits qui durent 10 ans, ça ne fonctionne pas. Et donc il faut apprendre à désiloter aussi nos organisations pour que ça se mette bien, ça s'imbrique bien et que ça fonctionne bien. Et donc ça, c'est un vaste sujet de se mettre tous autour de la table pour être certain que les énergies conception, production et retail soient bien concentrées, soient bien en tout cas liées et servent bien le même objectif. Peut-être pour compléter le propos global qui était dit tout à l'heure, on a beaucoup parlé des enjeux climatiques au début, l'impact sur l'environnement et finalement de la vie, la présence de la vie sur Terre dans le futur. Là, on est plutôt resté sur d'autres piliers de la RSE que sont l'aspect social, sociétal, environnemental. Est-ce que néanmoins, finalement la question, c'est pas celle de la soutenabilité pour les générations futures? Forcément, on est dans une société de croissance. On va continuer à consommer, on va continuer à vendre. C'était Geoffroy Roux de Bézieux qui disait à la REF qu'il fallait continuer de produire, mais produire différemment. Mais est-ce que finalement, sans forcément limiter la production, le point n'est pas de la soutenabilité pour les régions futures et ne consommer que ce qu'on est capable de laisser aussi à nos générations? Fanny ?
Donc sur ce qui reste à faire pour nous et peut-être des conseils à appliquer parce que nous, la route, elle est immense à parcourir parce qu'on a, je disais, 30 000 managers qui ont été formés en profondeur et on est 200 000. Alors, on a intégré de nouvelles équipes de Suez, comme vous devez peut-être le savoir, mais du coup, c'est mettre tout le monde à bord, tous les managers, donc remettre tout le monde à niveau, avoir les mêmes référentiels, mais surtout engager les personnes de terrain, comme on peut dire, en tout cas nos collaborateurs qui ne sont pas des managers, et ça c'est vraiment compliqué parce que on a un vrai sujet nous de simplification. On est dans un monde complexe, je pense que ça n'a échappé à personne, on est dans un écosystème turbulent et du coup il faut de l'agilité, mais il y a un vrai sujet de pédagogiser, de donner des clés de lecture, parce que sinon ça peut paraître tellement immense qu'on ne sait pas par où commencer et où fixer les priorités. Donc se fixer des priorités et les rendre audibles pour les collaborateurs et pour les clients, les sous-traitants, les ONG qui peuvent nous challenger, les fournisseurs évidemment, etc. Donc nous, on va travailler à notre prochain programme stratégique 2024-2027 et on a un très gros travail de consultation et de nos collaborateurs et de nos parties prenantes, et ça on ne le faisait pas comme ça. Donc on va lancer des collectifs pour réunir ces 5 catégories de parties prenantes et travailler ensemble. Et du coup, d'un coup, on élargit un peu l'horizon. Donc tout ça, c'est du temps qui est donné aux équipes pour le faire. C'est des moyens aussi parce qu'il faut organiser ce travail. Et ça passe par de l'écoute. Ça paraît bête, mais c'est pas si évident que ça. Ça passe par des moments qu'on pourrait appeler de co-construction, c'est-à-dire on va se fixer des priorités ensemble, et ça passe évidemment par de l'engagement où derrière il faut passer à l'action et être quand même dans le concret. Donc voilà, on a tout ce travail et il est compliqué, mais sinon pour des démarches qui seraient moins avancées, qui seraient de RSE, c'est vraiment revenir sur l'histoire de l'entreprise, son ambition, son utilité, et la challenger au regard de son écosystème et se dire peut-être qu'on a des idées, mais qu'en la challengeant avec les collaborateurs, avec des clients, on va percevoir les choses autrement et on va développer de la coopération. Enfin, moi, je pense que l'intelligence collective, c'est ce qui va permettre à chacun de se transformer de l'individu vers le collectif, et que c'est comme ça que 1 + 1 sera supérieur à 2, et c'est comme ça qu'on pourra accélérer les choses. Sinon, si on n'accepte pas de se transformer, la transformation va être un peu complexe à mettre en œuvre. Eric ? Dans beaucoup d'entreprises des 10, 15, 20 dernières années, on a dit donnez-vous une vision. La vision, c'est important pour savoir où l'entreprise va. Moi, je pense qu'il faut se donner aussi une mission, ce qui est cohérent avec ce qu'on vient de dire. Et une mission, c'est une mission qui est forcément responsable. Et la communiquer. Et en fait, en la communiquant à vos collaborateurs, à vos partenaires, à vos fournisseurs, à vos clients, en fait, forcément, à un moment donné, vous êtes obligé de la tenir, votre mission. C'est-à-dire que plus vous allez communiquer, plus vous êtes obligé de la tenir. C'est ce que nous, on n'a pas encore fait assez, c'est-à-dire qu'on s'est défini une mission, c'est celle qui va être dans les statuts. On la communique, mais pas assez, et donc il faut qu'on continue de communiquer là-dessus pour pouvoir être obligé de le faire. L'exemple de Patagonia, par exemple, est assez édifiant. Ils ont communiqué, et du coup, ils étaient obligés, et du coup, ils l'ont fait. Et le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est commencer à vous dire comment je peux prendre soin de mes collaborateurs, prendre soin de mes clients, quel service plus je peux leur apporter en prenant soin d'eux, prendre soin de mes fournisseurs, prendre soin de mes partenaires, prendre soin de moi-même. Et tout ça, c'est important parce que la logique du prendre soin, ça va forcément influencer le prendre soin de la planète. Merci Eric. On va conclure. Sauf à ce que vous ayez quelque chose à rajouter sur le sujet. Bon, conclure rapidement, je ne vais pas refaire la conférence. Vous l'aurez compris, les RSE... en fait, ça n'est plus une question à se poser et il est évident que c'est dans l'action qu'il faut être. Aujourd'hui, un grand nombre d'acteurs peuvent accompagner cette action. On l'a vu en début de conférence, les investisseurs et les banquiers, par leurs investissements, la rendent possible. Les conseils peuvent vous aider à la rendre pertinente et les collaborateurs, vous en avez beaucoup parlé,
aide à rendre l'action vivante, et c'est ce qu'il y a de plus fondamental sans doute. Voilà, on espère avoir contribué à vos réflexions et vous avoir engagé dans l'action ou dans plus d'action si vous y étiez déjà. On vous remercie beaucoup pour votre attention. On répond naturellement maintenant ou tout à l'heure autour du cocktail à toutes les questions que vous avez envie de nous adresser. Et voilà, on vous remercie beaucoup. Est-ce que je fais passer le micro? Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez nous adresser? Ou adresser plutôt à nos invités, parce que nous, on a fait que poser des questions. Je crois que c'était plus simple. Très bien, je vous engage à rejoindre le cocktail qui se passe là, à votre droite. Très bien, merci beaucoup. Bonne soirée à tous.